Bonjour, cette présentation a pour but de vous présenter les analyses de la fonction systolique basique dans l'apprentissage de l'échocardiographie transthoracique. On va évoquer la fonction systolique du ventricule gauche par deux analyses, celle du débit cardiaque et celle de la fraction d'éjection du ventricule gauche, FEVG. Concernant le débit cardiaque, il faut savoir que la formule mathématique est relativement simple. Pour évaluer le débit cardiaque, on a besoin de trois paramètres. La surface en centimètres carrés de la chambre de chasse sous-aortique, qui est la zone par laquelle va passer le flux d'éjection systolique. On a besoin de ce qu'on appelle l'ITV sous-aortique, intégral temps vitesse, qui est l'enveloppe qu'on va pouvoir mesurer en échocardiographie et qui va être corrélée au volume d'éjection systolique. Et enfin, la fréquence cardiaque. Alors, vous voyez, les unités sont en centimètres, donc on va obtenir des données en centimètres cubes quand on va multiplier les centimètres carrés par les centimètres, donc un débit qui sera en centimètres cubes par minute en fonction du nombre de battements par minute, et donc il faudra qu'on divise cette valeur obtenue par 1000 pour obtenir un débit cardiaque en litres par minute, qui est la façon la plus standard de présenter ce paramètre. Le premier élément donc, est de mesurer la chambre de chasse sous-aortique. Donc on se place en incidence parasternale grand axe. En général, on essaye de zoomer dans la zone d'intérêt pour améliorer la qualité de notre mesure. Et on va mesurer la distance qui sépare l'insertion de la sigmoïde antéro-droite et de la sigmoïde postérieure. Ça va mesurer notre diamètre. Et à partir de ce diamètre, en divisant par deux, on a le rayon. Et par la formule πr au carré, on va pouvoir obtenir la surface valvulaire aortique au niveau de la chambre de chasse. Le deuxième paramètre à mesurer est l'intégrale temps vitesse ITV sous-aortique. Pour cela, il faut se placer en coupe apicale 5 cavités, utiliser le Doppler pulsé juste en dessus de l'ouverture et la fermeture des valves sigmoïdes aortiques. On va obtenir ce flux triangulaire. Les critères de qualité de mesure d'ITV sous-aortique est de voir le clic de fermeture juste après l'enveloppe. Il faut que le contour de l'enveloppe soit de bonne qualité et souvent on aime bien observer cet aspect de double enveloppe avec une zone un peu plus sombre à l'intérieur de la zone triangulaire qui est un critère de bonne analyse de l'ITV sous-aortique. On va ensuite contourer cette ITV sous-aortique à l'aide de notre curseur et on va obtenir un volume d'éjection systolique et en mesurant la fréquence cardiaque, l'échographe nous donne directement un débit cardiaque, donc dans l'exemple suivant 6,5 litres par minute et divisé par la surface corporelle, ce qui est encore plus important, un index cardiaque, ici 3,4 litres par minute et par mètre carré. L'index cardiaque habituellement normal est situé entre 2,2 et 4,5 litres par minute et par mètre carré. On peut bien sûr faire le calcul manuellement en reprenant un cas simple. On a mesuré une chambre de chasse à 2 cm, donc un rayon à 1 cm. On a une ITV sous-aortique qui mesure 20 cm et une fréquence cardiaque à 80 par minute. On multiplie pi par 1 au carré, par 20 et par 80. On obtient 5024 ml par minute, donc un débit à 5 litres par minute, et on divise par 2 mètres carrés pour la surface corporelle de notre patient. On obtient un index à 2,5 litres par minute et par mètre carré. Nous allons maintenant passer à l'analyse de la FEVG, fraction d'éjection du ventricule gauche, dont la formule correspond au volume télédiastolique du ventricule gauche moins son volume télésystolique divisé par son volume télédiastolique. Donc quand on parle de volume télédiastolique, il faut se placer au pied du QRS pour faire cette mesure. Donc c'est très important d'avoir un électrocardiogramme au cours de l'échographie. Et c'est le moment du cycle cardiaque où on observe la fermeture de la valve mitrale. Et pour le volume télésystolique, c'est l'image juste avant l'ouverture de la valve mitrale qu'il faut utiliser. Les valeurs normales de la fraction d'éjection du ventricule gauche sont comprises entre 55 et 70%. Si la valeur est au-delà de 50% et qu'il y a une insuffisance cardiaque, on parle de fraction d'éjection préservée.
Si la fraction d'éjection est entre 40 et 49%, on parle de fraction d'éjection modérément altérée. Et quand elle est inférieure à 40%, on parle de fraction d'éjection réduite ou altérée. La fonction systolique du ventricule gauche peut être analysée de façon visuelle, notamment quand la qualité de l'image ne permet pas une mesure quantitative. Donc de façon qualitative, on estime à peu près environ 5% près la fraction d'éjection du ventricule gauche. Ça nécessite bien sûr une expérience de l'opérateur avant de pouvoir se prononcer. Donc je peux vous montrer par exemple une analyse visuelle d'une FEVG qui est très altérée, ici de l'ordre de 20%, comme ça marque un petit peu l'esprit, avec un ventricule gauche qui est globalement très hypokinétique. Et puis je peux vous montrer également une fraction d'éjection parfaitement normale à 65% d'un ventricule gauche. Ces éléments visuels peuvent se préciser à environ 5% près de fraction d'éjection selon l'opérateur. Cependant, le gold standard encore actuel en pratique clinique quotidienne, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la méthode de Simpson-Biplan pour évaluer une fraction d'éjection du ventricule gauche. Alors, pour faire un Simpson-Biplan, il faudra utiliser deux coupes. La première, c'est l'apicale 4 cavités, puis après on passera à l'apicale 2 cavités. En fait, ce sont deux coupes qui sont orthogonales et qui vont permettre, par une formule mathématique, de reconstruire un volume du ventricule gauche en télédiastole et en télésystole. Donc concernant la coupe apicale 4 cavités, puis on va se placer au pied du QRS au moment de la fermeture de la valve mitrale et on va contourer la surface du ventricule gauche. Et puis une fois qu'on a fait cette mesure, on va réaliser la mesure en télésystole, donc la dernière image avant l'ouverture de la valve mitrale. Et vous voyez après la mesure de ces deux surfaces, l'appareil nous donne une fraction d'éjection du ventricule gauche en Simpson 4 cavités. Donc dans la situation présente, c'est 61,6%. Et on va faire une mesure orthogonale en incidence de cavité. Donc de nouveau en télédiastole, on se place au pied du QRS au moment de la fermeture de la valve mitrale. On délimite la surface du ventricule gauche et on se place en télésystole, donc dernière image avant l'ouverture de la valve mitrale. On réalise de nouveau cette mesure. On a une fraction d'éjection en deux cavités qui est estimée dans cette situation à 54,2%. Et le fait d'avoir réalisé une 4 et une 2 cavités, eh bien, la machine va vous reconstruire une fraction d'éjection biplan, ici 62%, qui va vous permettre une analyse assez globale, même si on ne voit pas tous les segments myocardiques, c'est relativement robuste comme mesure. Il existe d'autres méthodes de mesure de la fraction d'éjection. Avec les nouvelles sondes, on peut faire de l'acquisition triplant, c'est-à-dire qu'on peut obtenir en une seule acquisition une coupe 4 cavités, 2 cavités et 3 cavités apicales. Et on peut retracer une fraction d'éjection dans ces trois incidences simultanées. Vous voyez ici, on a une fraction d'éjection à 59%. Une autre méthode c'est la fraction d'éjection 4D, où on va faire une réelle acquisition complète de l'ensemble des volumes du ventricule gauche avec notre sonde d'échocardiographie, puis on va pouvoir ensuite contourer dans les différentes incidences les volumes télédiastoliques et télésystoliques, et avoir des données qui sont très robustes, qui sont probablement les mieux corrélées avec l'IRM cardiaque. Encore faut-il que le patient soit suffisamment échogène pour pouvoir utiliser cette méthode. Concernant l'analyse de la fonction systolique, on peut faire une appréciation segmentaire en fonction des anomalies observées. Je vous remontre l'exemple de cette image qui retrouve une hypokinésie globale sur l'ensemble des segments des ventricules gauche, mais dans certaines situations, on peut observer des anomalies sur certains segments. Par exemple, sur cette image au centre, on voit que tout l'apex du ventricule gauche est parfaitement akinétique, alors que la base du ventricule gauche se contracte très bien. Et sur la troisième image, vous voyez qu'il y a une hypokinésie majeure
au niveau septo-apical et septolatéral, alors que les segments basaux également ont une contractilité correcte. Donc l'analyse des segments nous permet d'avancer sur l'étiologie de la dysfonction systolique du patient. On va maintenant passer à la fonction systolique du ventricule droit. Elle a beaucoup de retard dans l'analyse par rapport au ventricule gauche, et c'est vrai que les paramètres utilisés en routine sont surtout des paramètres segmentaires de l'analyse de la paroi latérale du ventricule droit, ce qu'on appelle le TAPS et l'onde S en Doppler tissulaire. Donc le TAPS est mesuré en mettant le mode temps-mouvement, TM, sur la paroi latérale du ventricule droit, et on mesure le déplacement antéro-postérieur de l'anneau tricuspidien latéral. Vous voyez sur cette image, c'est 29 mm, et on considère que c'est normal si c'est à plus de 16 mm pathologique, en dessous de 12 mm de déplacement. On peut utiliser également le Doppler tissulaire. Donc le Doppler tissulaire, il faut se mettre en mode TVI puis en Doppler pulsé sur l'anneau latéral de la valve tricuspide, et donc c'est l'onde systolique qui suit le QRS que l'on va mesurer, donc une onde qui est positive, et vous voyez ici elle fait 11,3 cm par seconde, considérée comme pathologique avec une dysfonction du ventricule droit si on est en dessous de 10,5 cm par seconde. Voilà, donc j'espère que cette présentation sur les fondamentaux de la fonction systolique du ventricule gauche et du ventricule droit vous a appris certains éléments.